Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec le sommet sur la coopération sino-africaine. Le président chinois Xi Jinping et les dirigeants de plus de 40 pays africains ont participé à la photo de famille de la cérémonie d'ouverture de ce sommet dans la capitale sud-africaine, Johannesburg. Le président chinois a prononcé le discours d'ouverture lors de la cérémonie. Lors de ce sommet bilatéral, les dirigeants africains et chinois vont notamment discuter du développement mutuel de l'Afrique et de la Chine et du concept de la coopération gagnant-gagnant pour le développement commun. Dans l'après-midi, le président chinois a participé au forum commercial et à l'ouverture de l'exposition du secteur manufacturier qui a débuté à 15 h heure locale. Le sommet va permettre d'élaborer la planification de la collaboration pour les 3 prochaines années. L'événement vise aussi à accélérer le processus d'industrialisation de l'Afrique et à aider le continent à favoriser le développement durable. Le président chinois a donc prononcé le discours d'ouverture du forum sur la coopération sino-africaine. Xi Jinping a proposé de resserrer les relations entre la Chine et l'Afrique pour permettre la mise en place d'un partenariat stratégique coopératif global. Il a également promis 60 milliards de dollars pour la réalisation de 10 projets majeurs en Afrique. On l'écoute. Pour construire le partenariat stratégique global de coopération sino-africain, la Chine va mettre en place 10 projets en collaboration avec l'Afrique lors des 3 prochaines années. Ces projets seront guidés par les principes de l'orientation gouvernementale où les entreprises seront les acteurs principaux dans les opérations des marchés dans un cadre de coopération gagnant-gagnant. Ces plans visent à aborder les problèmes qui ralentissent l'industrialisation de l'Afrique, dont le manque d'infrastructures, le manque de main-d'œuvre qualifiée et le manque de financement. Ce contexte va favoriser l'accélération de l'industrialisation de l'Afrique et la modernisation du secteur agricole pour permettre aux pays africains d'atteindre par eux-mêmes un développement durable. Pour assurer le succès de la mise en place de ces 10 projets, la Chine a décidé de fournir 60 milliards de dollars américains pour le soutien au financement. Le président chinois et son homologue sud-africain Jacob Zuma ont coprésidé le forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg vendredi. Ce forum sert de plateforme majeure pour le renforcement par les deux parties de leur coordination dans presque tous les secteurs. Voyons quelles ont été les réalisations de ce mécanisme de coopération. Le mécanisme de dialogue et de consultation du Forum de coopération Chine-Afrique se fait à 3 niveaux. Au niveau supérieur, la conférence ministérielle a lieu tous les 3 ans. Une réunion de hauts responsables a lieu 1 an avant chaque conférence ministérielle et une réunion préparatoire quelques jours avant. Les délégués se rencontrent également au moins 2 fois par an pour la réunion des diplomates africains avec le comité de suivi chinois. Beijing a accueilli la première conférence ministérielle en octobre 2000. À cette occasion a été adoptée la déclaration de Beijing et le programme de coopération Chine-Afrique en matière de développement économique et social. L'événement a lancé le partenariat Chine-Afrique basé sur la stabilité à long terme, l'égalité et les bénéfices mutuels. Le gouvernement chinois a effacé pour 10 milliards de yuans de dettes d'un certain nombre de pays africains les moins développés et établi un fonds de développement des ressources humaines pour l'Afrique. La deuxième conférence ministérielle a eu lieu à Addis Abeba en décembre 2003, qui a vu l'adoption de la déclaration d'Addis Abeba et le plan d'action qui découle. Celle-ci donnait les grandes lignes de la coopération Chine-Afrique pour les 3 années qui ont suivi. La Chine a décidé de former 10 000 professionnels africains et d'exempter de tarifs douaniers de certains produits exportés vers la Chine par certains des pays les moins développés d'Afrique. En novembre 2006, la 3e conférence ministérielle a eu lieu à nouveau à Beijing dans le cadre des dernières préparations du sommet de Beijing. La conférence a décidé, en se basant sur la déclaration du sommet de Beijing et du plan d'action de Beijing, d'établir et de développer un nouveau type de partenariat stratégique établissant l'égalité politique, la confiance mutuelle et la coopération économique. La Chine a annoncé qu'elle allait soutenir le développement national de l'Afrique. Les mesures comprenaient une aide renforcée, des prêts à taux préférentiels et des crédits aux acheteurs d'exportation, l'établissement d'un fonds de développement Chine-Afrique et une assistance dans la construction du centre des conférences de l'Union africaine.
La quatrième conférence ministérielle a eu lieu à Sharm el-Sheikh en novembre 2009. Elle a été le théâtre d'une délibération sur les actions de suivi après le sommet de Pékin. La déclaration et le plan d'action établissant un plan sur 3 ans en matière de coopération Chine-Afrique. Le gouvernement chinois a annoncé de nouvelles mesures de coopération couvrant l'agriculture, la protection environnementale et la santé. En juillet 2012, la 5e conférence ministérielle a adopté la nouvelle déclaration de Pékin et le nouveau plan d'action pour les années 2013 à 2015, soulignant les priorités dans les domaines de coopération. Une nouvelle série de mesures que la Chine a dévoilées en soutien au développement pacifique de l'Afrique s'est concentrée sur 5 domaines principaux: investissement et finances, assistance, intégration africaine, échanges non gouvernementaux, paix et sécurité. Avant l'ouverture du sommet sur la coopération sino-africaine, Xi Jinping a rencontré ses homologues du Togo, de Guinée, de Djibouti, du Ghana, de l'Angola, du Mali, du Gabon, du Mozambique et du Kenya. Le président chinois Xi Jinping a promis au président togolais Faure Singbe de promouvoir un nouveau type de relation bilatérale avec le Togo. Il a déclaré que la Chine encouragera et soutiendra les entreprises chinoises à investir et développer leurs affaires dans le pays. Il a par ailleurs indiqué que la Chine aidera le Togo à atteindre la sécurité alimentaire à travers une coopération dans différents domaines. Xi Jinping a également rencontré le président guinéen Alpha Condé. Le président chinois a promis d'aider les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont souffert de l'épidémie d'Ebola à renforcer leur système de santé publique. Il a par ailleurs ajouté que la Chine encouragera et soutiendra ses entreprises à participer à la construction industrielle de la Guinée et à investir dans la production agricole et dans les secteurs de fabrication du pays. Le président chinois a également rencontré son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Xi Jinping a déclaré que la Chine accueillait activement la participation de Djibouti au sein de l'initiative proposée par Beijing de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Il a par ailleurs rappelé que la Chine se tenait prête pour promouvoir une coopération pragmatique avec Djibouti dans de nombreux domaines. Lors de son entrevue avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama, Xi Jinping a déclaré que les deux pays devaient s'efforcer d'atteindre une confiance mutuelle stratégique plus approfondie afin de garantir une coopération bénéficiant aux deux pays. Le président chinois a déclaré que la Chine encouragera plus d'entreprises chinoises à investir au Ghana et à participer à l'effort de construction des infrastructures du pays. Le président chinois s'est également entretenu avec son homologue angolais Eduardo dos Santos. Xi Jinping a appelé à un nouvel élan dans la coopération gagnant-gagnant. Il a indiqué que cela nécessitera de renforcer l'orientation politique et de maintenir à un haut niveau leurs échanges bilatéraux actuels. Lors de sa rencontre avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, Xi Jinping a promis d'approfondir la coopération et la coordination avec le Mali dans toutes ses affaires internationales. Le président chinois a par ailleurs déclaré que la Chine participera activement à l'opération de maintien de la paix dans le pays. Il a enfin appelé à renforcer les échanges amicaux et la coopération pragmatique entre les deux peuples. Le président chinois s'est également entretenu avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le président chinois a rappelé qu'Ali Bongo et son père, l'ancien président Omar Bongo Ondimba, étaient tous deux de très vieux amis du peuple chinois. Xi Jinping a par ailleurs rappelé que la Chine supportait la coopération avec le Gabon afin d'améliorer sa capacité de production, son agriculture, ses nouvelles énergies. Le président chinois a rappelé que la Chine encouragera les entreprises chinoises à prendre toute la part à la construction des infrastructures du Gabon et au développement de ses ressources énergétiques. Lors de sa rencontre avec son homologue du Mozambique, Filipe Nyusi, le président chinois a déclaré que les deux pays chérissaient ensemble leur traditionnelle amitié. Xi Jinping a appelé les deux pays à être de bons amis, de bons partenaires et de bons frères. Le président Xi a par ailleurs déclaré que la Chine et le Mozambique devaient également accélérer leurs échanges et leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme. Le président chinois a plaidé en faveur du maintien d'une étroite coordination afin de sauvegarder les intérêts communs des pays en développement. Enfin, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta. Xi Jinping a déclaré que la Chine se tenait prête à travailler avec le Kenya pour approfondir leur coopération dans de nombreux domaines, pour amener les relations bilatérales à un plus haut niveau. Le président chinois a appelé à améliorer les échanges et la coordination pour résoudre les problèmes majeurs régionaux et internationaux, et notamment la question du changement climatique.
Xi Jinping a exprimé son souhait de voir la Chine jouer un plus grand rôle dans le maintien de la paix et de la stabilité régionale. Le président chinois a également présidé une table ronde à Johannesburg avec les 13 dirigeants africains. Ils ont discuté évidemment des relations sino-africaines. Xi Jinping a déclaré qu'il était en Afrique pour deux raisons principales. L'une est de coprésider le forum de coopération Chine-Afrique avec le président sud-africain Jacob Zuma. L'autre est de participer à des discussions avec les chefs d'État africains pour soutenir la coopération Chine-Afrique. Monsieur Xi s'est exprimé sur la situation économique de la Chine et a déclaré que le pays allait contribuer encore davantage au développement du continent africain. Les autres dirigeants affirment qu'ils vont renforcer la coopération avec la Chine en matière d'industrialisation et de modernisation de l'agriculture. Ils ont salué l'implication de la Chine dans la construction d'infrastructures comme des autoroutes, des routes et des ports, ainsi que la délocalisation de moyens de production de haute qualité en Afrique. Lors de la 5e conférence des entrepreneurs chinois et africains, les dirigeants du monde des affaires ont engagé ensemble avec les dirigeants politiques des deux parties une série de dialogues de haut niveau. Le forum présente une occasion pour les dirigeants du monde des affaires chinois de rencontrer leurs homologues du continent africain. Les thèmes principaux abordés cette année concernent le renforcement de la coopération dans les domaines des infrastructures, de l'industrie, des transports et de l'énergie. Les dirigeants du monde des affaires des deux parties entendent améliorer leur compréhension mutuelle. L'Afrique est en développement et chaque pays possède ses propres spécificités. Le marché est très important et les opportunités pour une meilleure coopération ne manquent pas. Grâce à cette conférence, les hommes d'affaires peuvent dans un premier temps avoir une idée du marché afin d'approfondir dans un second temps leur connaissance du potentiel local. Ils peuvent par ailleurs avoir une meilleure connaissance des stratégies de développement des pays africains et concevoir des plans d'action en fonction de leurs perspectives de développement sur le marché africain. Les représentants d'une dizaine d'entreprises chinoises à l'avant-garde dans la coopération sino-africaine ont également participé à l'événement. Pour nous, il s'agit d'une plateforme donnant l'occasion de mieux communiquer avec les entreprises africaines. Chaque participant est invité à partager son savoir. Nous sommes là également pour regarder la demande réelle du marché africain et pour ensuite décider de ce que la Chine peut mettre sur la table. C'est donc une bonne occasion de trouver nos futurs partenaires d'affaires. Plus de 20 accords d'une valeur de 13 milliards de dollars ont été signés, couvrant les domaines des infrastructures, de l'industrie chimique et de la finance. L'Afrique connaît un rapide développement économique. Les dirigeants économiques africains rappellent qu'il s'agit également d'une opportunité qui leur est donnée de mieux connaître la Chine. Actuellement, l'Afrique est dans une situation où elle entend s'industrialiser. Les pays africains veulent construire des infrastructures et leur réseau énergétique. La Chine est déjà passée par ce processus et nous savons tous que maintenant elle se dirige vers un modèle de développement économique s'appuyant sur la consommation intérieure. Les opportunités sont donc là pour que les pays africains réussissent leur industrialisation et leur développement local. Plus de 700 dirigeants du monde des affaires chinois et africains ont participé à la conférence. Ensemble, ils ont exploré les nouvelles voies communes de développement et de coopération gagnant-gagnant, afin de catapulter l'industrialisation du continent africain. Le Kenya bénéficie d'un climat tropical humide et chaud toute l'année. L'agriculture joue un rôle important dans son économie. La Chine, via son Institut Confucius, propose des formations destinées à apporter de nouvelles techniques agricoles aux fermiers kenyans. Le généreux climat du Kenya n'est pas seulement bénéfique à son secteur touristique, mais également à son agriculture. Au moins un tiers des roses du marché mondial des fleurs vient de ce pays. C'est pourquoi l'horticulture est si importante pour l'économie kenyane. C'est aussi pourquoi Daniel a choisi de poursuivre ses études en agriculture 3 ans après avoir obtenu sa licence dans ce même domaine. Daniel est né dans une famille de fermiers. Il affirme que sa famille et son pays ont besoin de technologies agricoles avancées. Très prometteur. C'est pourquoi je me suis lancé dans cette formation en agriculture, car je pense que l'avenir sera doré. Au moins 70% de notre économie dépend de l'agriculture. Elle tire l'économie de l'ensemble du Kenya. Je prends l'exemple de ce pays. Cela tire véritablement notre économie, donc cette formation est une formation sûre.
Daniel est l'un des meilleurs étudiants du professeur Liu Gaoqiong, qui vit au Kenya depuis une vingtaine d'années. L'université Egerton est située sur le plateau. Ces basses températures ne conviennent pas à la culture. C'est pourquoi les cours d'horticulture sous serre du professeur Liu sont devenus très populaires. Vous voyez derrière, ce sont les serres. C'est là que nous faisons nos travaux pratiques. C'est là que nous voyons les fleurs qui poussent à l'extérieur. Ce que nous voyons ici, nous ne le voyons pas chez nous. C'est la première fois que je voyais des serres. Chez moi, je n'en avais jamais vu. La sériculture est l'une des nombreuses choses que les étudiants locaux peuvent apprendre à l'Institut Confucius. De fait, l'Institut est en quelque sorte devenu un centre de technologie agricole dans la zone. Sa technologie est utilisée dans tout le Kenya. Les grandes fermes étaient sous le contrôle des Européens. Quand je suis venu ici il y a plusieurs années, les cadres et les techniciens étaient tous européens. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que beaucoup d'entre eux ont été remplacés par des Kenyans. La contribution du professeur Liu n'est pas limitée au seul Kenya. Ses étudiants viennent d'Éthiopie, du Nigeria, du Rwanda, de Tanzanie et du Soudan. Ils sont enseignants, fonctionnaires, voire même hommes d'affaires. La formation agricole est devenue l'une des spécialités de l'Institut Confucius Egerton, qui offre à ses étudiants un accès à la culture chinoise et des techniques concrètes. Autre grand sujet de l'actualité, c'est bien sûr la COP21. Les négociations sur le changement climatique continuent à Paris. Les négociateurs de 195 pays travaillent ensemble toute la semaine pour s'accorder sur une version simplifiée du projet de texte pour le remettre au président français en cette fin de semaine. Les objectifs politiques des dirigeants mondiaux ont conduit à des négociations à porte fermée entre négociateurs internationaux. Comme d'habitude, lors des négociations climatiques, il existe une division entre les pays développés et les pays en voie de développement. L'aide financière et la division des responsabilités font partie de ces différends. La Chine presse les pays développés à remplir leur obligation de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement. Il existe un énorme désaccord sur la façon dont les pays développés rempliront leurs obligations financières et si davantage de canaux sont nécessaires pour résoudre le problème. La position de la Chine est que les pays développés doivent remplir ensemble leurs engagements avant 2020. Et cela est non négociable. Après 2020, les pays développés devront échelonner leurs finances à partir du niveau de base de 2020 à 100 milliards de dollars par an. Il y a à présent 134 pays en voie de développement dans le groupe G77 et la Chine. Ils ont émis une forte déclaration dénonçant les tentatives d'un certain nombre de nations industrialisées d'ajouter des conditions au financement. Un nouveau texte fait partie des propositions qui suggèrent que le financement climatique devrait non seulement être fourni par les pays développés, mais aussi par d'autres qui sont en position de le faire. Les autres qui sont dans la position de le faire ou dont la parole compte sont encouragés et sont invités à contribuer sur la base du volontariat. Il s'agit d'une nécessité. Bien évidemment, certains pays en voie de développement plus avancés ont déjà commencé à contribuer. Je pense que c'est une bonne chose et ils sont encouragés aussi. Comment voulez-vous juridiquement lier les pays en position de le faire? Dans ma famille, avec mes enfants, je dirais « tu dois nettoyer la pièce ». Je ne dirais pas « quelqu'un doit nettoyer la pièce ». Je dirais « John, tu nettoies la pièce et Grace, tu fais la vaisselle ». Il n'y a pas de quelqu'un en position de le faire qui devrait nettoyer le sol. J'ai besoin que vous me rendiez compte. Établir des objectifs sur le climat à long terme est également un problème. Il y a un important appel de révision de l'objectif des 2 degrés à long terme à 1,5 degré maximum. Le groupe des pays les moins développés déclare que cela est essentiel. 1,5 est critique pour le groupe des pays les moins développés. Il s'agit d'une question de survie. Pour nous, il nous est impossible de signer un accord sans prendre en considération la question des 1,5 degrés. Nous avons vu le projet de texte révisé qui indique qu'en dessous de 2 degrés, la zone n'est pas en sécurité.
Combien d'entre nous connaissent véritablement leur empreinte carbone, sans compter la manière de la réduire? Certaines mesures peuvent sembler évidentes, comme éteindre la lumière ou fermer les robinets d'eau, mais il y a d'autres manières un peu plus surprenantes. Est-ce que cette personne a l'air heureuse? Est-ce que ces feux de circulation passent jamais au vert? N'y a-t-il pas un autre moyen? Repenser nos options de mobilité est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour réduire notre consommation énergétique. Werner Virtala a justement pensé à cela pour sa communauté. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans sa communauté urbaine écologique. Mais Werner est heureux de partager ses idées. Nous refroidissons notre zone de vie grâce à un plafond écologique. L'énergie solaire est revendue au réseau électrique et l'eau de pluie est collectée afin de servir pour les chasses d'eau. Voici quelques petites choses à savoir sur la quantité réelle d'H2O que la plupart d'entre nous utilisons. Si vous considérez la production d'un t-shirt, cela nécessite 2700 litres d'eau, ce qui représente environ 20 fois l'utilisation d'un individu chaque jour. Ici, les enfants ne jouent pas avec leur iPad. They play football here with old people. They need not the electronic parts. Ils sont davantage connectés que cela. We live in a synthetic world, and here they live in a real world. Sans vouloir priver Noël de tout son côté festif, nous avons effectivement tendance à consommer davantage au cours de la période des fêtes. Parfois, c'est largement évident là où nous engloutissons nos ressources. Mais il y a également des coûts cachés dans pratiquement tous les produits que nous achetons. Donc si vous apprêtez déjà à effectuer vos courses de Noël, attendez encore une dizaine de secondes. J'achète des cadeaux car c'est à la mode, parce que ça rip, parce que c'est cool, ou bien je les achète parce qu'ils ont une plus grande durée de vie, qu'ils peuvent être utilisés pendant plusieurs années. Cela a une grande valeur. Nous ne pouvons bien entendu pas tous construire une boulangerie écologique, mais quand il s'agit de réduire les émissions, beaucoup d'entre nous ont effectivement la possibilité de faire les bons choix. Le cours du pétrole a connu vendredi une hausse en Asie. Celle-ci est intervenue en amont du sommet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ses membres doivent statuer quant à la marche à suivre pour pallier à la production mondiale excédentaire. Les analystes estiment toutefois que cette hausse ne sera que temporaire puisque les membres de l'OPEP tels que l'Arabie saoudite et les pays du Golfe restent favorables au maintien de hauts niveaux de production. Lors d'une rencontre informelle entre les membres de l'organisation qui s'est tenue ce jeudi, l'Arabie saoudite a fermement soutenu que dans le cas de coupe dans la production, le groupe devrait faire appel à des producteurs non membres tels que la Russie. Un délégué de l'OPEP a confirmé cette prise de position en expliquant que l'année prochaine, l'Arabie saoudite proposerait un accord afin d'équilibrer les marchés du pétrole avec l'aide d'États non membres. Nous n'attendons pas de ce sommet un changement radical en termes d'objectifs de production. Cette rencontre est toutefois source de préoccupation pour plusieurs raisons, et notamment du fait du degré de coordination entre les pays de l'OPEP et les pays non membres quant aux éventuelles coupes dans la production qui restent encore à établir. Par ailleurs, il est envisageable que divers membres comptent sur l'Arabie saoudite pour réduire leur production. Mais je crois qu'au vu des 12 derniers mois de baisse du cours du pétrole et de la pression fiscale qui pèse sur ces pays producteurs, les autorités saoudiennes ne changeront pas de tactique à ce stade. À n'en pas douter, elles voudront garantir leur part de marché, ce qui signifie qu'à défaut d'une action coordonnée des autres membres de l'organisation, le niveau de production sera maintenu pour 2016. L'Union européenne a ouvert une enquête sur la fiscalité de la chaîne de restauration rapide McDonald's. À l'heure où l'Union tente de lutter contre les traitements préférentiels à l'égard des multinationales, l'entreprise est soupçonnée d'avoir bénéficié d'avantages fiscaux de la part du Luxembourg. Aujourd'hui, nous avons décidé d'examiner 2 décisions du Luxembourg en faveur de McDonald's car nous craignons que ces décisions soient constitutives d'un cas de double non-imposition, ce qui constituerait une forme de subvention de la part de cet État.
McDonald's Europe Franchising justifie cette situation en se référant au traité relatif à la double imposition signé par le Luxembourg et les États-Unis. Toutefois, au lieu d'éviter une double imposition, la décision fiscale anticipée donne lieu à une non-imposition des revenus de l'entreprise au Luxembourg, et ce, alors même que les autorités étaient conscientes de la non-imposition de ces revenus aux États-Unis. Notre enquête tend à déterminer si les autorités luxembourgeoises ont délibérément dérogé aux dispositions de leur régime fiscal afin de donner à McDonald's un avantage dont elle n'aurait pas fait bénéficier d'autres entreprises dans une situation factuelle et légale similaire. L'Union européenne relève que depuis 2009, McDonald's Europe Franchising n'a pas payé d'impôt sur les sociétés malgré la réalisation de profits substantiels. Ces derniers s'élevaient à plus de 250 millions d'euros, soit plus de 260 millions de dollars en 2013. L'exonération dont bénéficie cette multinationale suscite la controverse dans le contexte économique actuel où de nombreux citoyens européens font face à des restrictions financières très lourdes. Le ministre luxembourgeois des Finances a déclaré que le pays n'avait pas conféré d'avantages particuliers à McDonald's et qu'il coopérerait pleinement à l'enquête. McDonald's estime qu'aucune règle fiscale européenne n'a été enfreinte. Il ne s'agit pas là du premier cas de fraude fiscale présumée impliquant des multinationales sur le territoire de l'Union européenne. La Commission européenne avait ainsi déjà demandé au Luxembourg de récupérer près de 32 millions de dollars auprès de Fiat Chrysler Automobile. Il en va de même pour les Pays-Bas et Starbucks, dont les accords fiscaux ont été reconnus illégaux car s'apparentant à une subvention étatique. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans quelques minutes pour une nouvelle édition internationale. Excellente suite de programme sur CCTV Français.